Oui, alors je m'appelle François Ozurac. Qui je suis? Je suis actuellement professeur des universités, à l'université Lyon 2, et rattaché au laboratoire d'études des mécanismes cognitifs. D'où je viens? Moi, à l'origine, j'habitais un petit village, Panne, à côté d'une ville qui s'appelle Montargis, dans le Loiret. Je suis resté jusqu'à mon bac. Après, du coup, j'ai été faire psycho à l'université de Tours, donc toujours dans la région centre. Là, très vite, enfin les premiers cours, je voulais faire psycho, mais j'en avais une représentation un peu, on va dire, très classique. J'ai eu tout de suite le premier cours de psychologie cognitive, et puis là, ça m'a passionné. Il n'y avait pas de sciences cognitives là-bas. Donc ça m'a plu. Je savais que je voulais faire de la recherche. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, je vais faire de la recherche en cognitive. Et puis après, donc j'ai fait une maîtrise à Tours. Je suis parti faire un DEA, donc un master 2, si vous voulez, à Poitiers. Et ensuite j'ai fait ma thèse à Angers en neuropsychologie. Et j'ai été recruté en 2009 comme maître de conférence à Lyon 2. Et puis après, je suis passé prof en 2017. Et puis voilà. Oui, alors on va dire que moi, donc, j'ai pas de formation en sciences cognitives. On va dire que c'est plutôt mes appétences qui naturellement ont fait que des fois, je me décris comme un prof de psychologie et sciences cognitives. Parce qu'en fait, les questions que je me suis posées pendant ma thèse, je pourrais vous redire un petit peu mon domaine de recherche plus tard, mais sur la question de l'utilisation des outils, en fait, je me suis rendu compte très vite que ce qui m'intéressait, c'était d'aller puiser un peu dans d'autres disciplines pour comprendre comment les gens aussi définissaient en fait ce que peut être l'utilisation d'outils, ce qui m'a tourné naturellement à aller vers la psychologie comparée, aller vers l'anthropologie, les neurosciences. Et donc, de fil en aiguille, finalement, moi, c'est plutôt une thématique qui m'intéresse. Et mon idée, c'est plutôt de l'aborder avec des disciplines variées, mais plutôt orientées vers une thématique. Voilà, donc naturellement, je pense que une forme de curiosité fait que les sciences cognitives, pour moi, répondaient assez bien à ça. Et qui fait que j'allais déjà lire, en fait, des articles dans d'autres disciplines que la psychologie, comme, Est-ce que vous avez découvert ce domaine avec votre cours de psychologie cognitive, comme je vous avais dit, ou vous avez déjà eu avant quelques... Vous avez déjà découvert un peu avant le domaine? En fait, pour moi, les sciences cognitives, ça n'existait pas. Ouais. Je veux dire, c'était en 98. Ouais, C'était la psychologie cognitive. Alors après, on pouvait nous parler qu'il y avait des gens qui faisaient des modèles d'intelligence artificielle pour essayer de reproduire. Mais pour moi, c'était de la psychologie cognitive. J'avais pas vraiment bien compris, en gros, que c'était déjà en fait l'idée de la croisée de plusieurs disciplines. Donc en fait, je pense que je faisais déjà des sciences cognitives sans savoir que je faisais des sciences cognitives, quoi. En fait, c'est plutôt ça. Ce qui m'a, en fait, enfin, je pense que j'ai toujours été, enfin, je connaissais pas les métiers, hein, je connaissais pas du tout, je savais même pas le CNRS que ça existait. Enfin, en plus, on n'avait pas autant d'infos à l'époque sur Internet, tout ça. Donc simplement, en fait, c'est vrai que l'idée, c'est, en fait, en réalité, je me projetais pas du tout comme psychologue clinicien, mais j'étais curieux, j'aimais bien essayer de comprendre, j'aimais bien les modèles forme de tolérance à l'ambiguïté, c'est-à-dire en fait, moi ce qui me plaisait, c'est quand on disait on n'est pas sûr, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Pour moi, c'était ça qui attisait mon intérêt. Donc c'est un peu, enfin naturellement, la recherche c'était quelque chose qui me correspondait assez bien, on va dire. Et très vite, je me suis plutôt orienté en visant pas beaucoup d'autres métiers que la recherche. Donc voilà. Ok. Alors, en maîtrise, je travaillais sur l'amorçage négatif. C'est en gros, ça consiste à observer, je suis obligé d'expliquer avec l'expé. C'était le problème que j'avais à l'époque, c'est qu'en fait, j'avais l'impression que je devais expliquer mon expé pour que les gens comprennent, donc j'avais l'impression de pas du tout être très écologique. C'était simplement quand on montrait par exemple un stimulus, par exemple, imaginons qu'il est rouge, qu'il faut inhiber, et il y en avait un vert qu'il ne fallait pas inhiber. Après, si on présentait le stimulus rouge, le coup d'après, il devenait vert, les gens avaient plus de mal à aller le récupérer. Ça me passionnait vraiment pas. Bon, c'était un peu un choix un peu d'un chercheur, enfin d'une chercheuse. J'avais envie de travailler avec elle, mais en réalité, la thématique ne me plaisait pas. Moi, ce que je lisais, c'était du Damasio, du Churchland, enfin bon, tout un tas d'autres auteurs. Et après, j'avais continué en DEA sur, pareil, un peu les mêmes aspects, mais sur le vieillissement, et ça me plaisait
pas non plus des masses, je disais encore plein d'autres choses. Et finalement, c'est les faits de la vie qui font que j'ai dû basculer vers l'utilisation d'outils pendant la thèse. Et là finalement, ça m'a vraiment plu. J'étais content parce que les questions qui m'accompagnaient au quotidien, c'était les mêmes que ceux de ma thèse, quoi. Donc là, c'était chouette, quoi. Et le sujet de votre thèse, c'était le même sujet que vos mémoires en DEA? Alors non, du coup, je suis basculé sur les troubles d'utilisation d'outils chez les patients, vu que c'était de la neuropsychologie. Donc, et au début, c'était très centré clinique, quoi. C'était essayer de comprendre leurs difficultés pour essayer de les aider. Mais petit à petit, c'est ça qui m'a fait amener à me poser la question pourquoi on utilise des outils, comment on est capable de se les transmettre, qu'est-ce que les animaux sont capables de faire. Enfin, du coup, après, je suis sorti du cadre de la neuropsycho, quoi. Moi, j'aime bien les expérimentations assez simples. C'est-à-dire, pour moi, le summum, c'est des expérimentations comme Baddeley, où à la fin, il y a juste 2 barres, un nombre de comportements, une VD, une variable avec 2 modalités, et avec ça, on peut dire beaucoup, quoi. Bah là, en fait, ça, c'est un peu difficile comme ça de trouver une expé. Or, si, des expés qui me plaisent, quelque chose que j'aurais adoré faire, c'est par exemple une expé d'Andrew Whiten, qui n'est pas une expé, mais c'est quand ils ont pu montrer qu'il y a de la culture, par exemple chez les chimpanzés, où ils ont regroupé 150 années d'observation de primordiaux de terrain, et où ils ont pu montrer comme ça qu'il y avait des traditions différentes chez différents groupes de chimpanzés en Afrique. Ça, c'est le genre de truc, j'aurais adoré publier un article comme ça, quoi. Alors, actuellement, donc je travaille sur la question de la culture technologique, c'est-à-dire un peu comprendre comment est-ce qu'on se transmet, comment est-ce qu'on arrive à transmettre des technologies, à les améliorer, à parvenir en arrière et à toujours les améliorer. Donc actuellement, en fait, la question qui m'intéresse, c'est voir un petit peu le rôle de la compréhension causale, c'est-à-dire comment le fait de comprendre ce qu'on nous transmet peut aider finalement à maintenir la transmission. Donc, bien sûr, c'est toujours dans un cadre d'apprentissage social, c'est-à-dire c'est toujours on reçoit quelque chose de quelqu'un d'autre. Donc, mes études portent là-dessus. Il y a, par exemple, une étudiante en thèse, Chloé Brich, qui travaille sur des aspects plutôt d'archéologie, donc avec des outils en pierre taillée. Et on essaie de comprendre comment les gens sont capables, par exemple, de se transmettre via une technologie lithique. J'ai une autre doctorante qui travaille, elle, plutôt sur l'impact du raisonnement causal, quand est-ce qu'on peut vraiment raisonner sur ce qu'on nous a donné, ou des fois on va plutôt tendre vers une copie un peu plus aveugle. Voilà, je vais me faire les câbles. Sinon, après, il y a Nina qui débute sa thèse. Elle se pose des questions sur l'enseignement, c'est-à-dire en fait quel est l'intérêt d'enseigner aux autres? Est-ce que ça peut pas avoir aussi un intérêt pour soi-même, pour compléter sa compréhension? Est-ce que finalement ça n'a pas été aussi sélectionné comme ça au niveau évolutionnaire pour ces raisons-là? Et puis il y a aussi Maximilien, donc, qui travaille aussi en thèse en collaboration, je n'ai pas dit pour les autres, mais là avec Mathieu Le Sourd. Et lui, on travaille plutôt sur les prémices des gestes, c'est-à-dire dans notre cerveau, est-ce qu'il y aurait certaines structures qui nous permettraient de détecter assez rapidement des gestes qui sont intentionnels, de gestes non intentionnels. Alors, en quoi ça consiste? Bon, déjà, c'est des réunions pas hebdomadaires, mais assez régulières où on doit se rencontrer pour parler des protocoles. Après, de l'écriture des papiers, enfin, écrire un papier, par exemple, on apprend sur le tas où on nous l'explique, mais qu'il faut être capable de bien se mettre à la place de l'autre, être capable de bien rédiger pour bien transmettre. Donc effectivement, c'est une formation finalement à la recherche qui fait qu'aussi indirectement, il y a une proportion non négligeable de mes recherches qui sont médiatisées par le travail des doctorants. Mais j'en ai aussi une partie sans les doctorants, hein. Et après, moi, ce que ça m'apporte, c'est que ça m'apporte en fait toutes les questions en fait que les étudiants, mais c'est vrai aussi pendant les cours, mais tout ce que les doctorants peuvent se poser comme questions. Finalement, moi, ça me donne des feedbacks pour m'aider aussi à me comprendre, à me rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas claires, des questions. Donc finalement, pour moi, ça m'enrichit parce que ça pousse ma compréhension à l'extrême et ça me permet de comprendre finalement des points aussi d'opaques, des points opaques dans mon raisonnement, quoi. Donc pour moi c'est très riche et ça me donne des nouvelles idées également, quoi. Actuellement, je considère que je suis toujours plutôt psychologue, hein. J'ai une formation en psychologie, ça reste quand même la discipline que je maîtrise le mieux, il y a pas de souci. Après, j'aime bien collaborer en fait avec des chercheurs qui ont
qui maîtrisent d'autres disciplines, d'autres expertises. Et pour moi, c'est le fruit de la collaboration qui permet comme ça comment dire, de faire un travail multidisciplinaire. Donc par exemple, je fais pas mal de travaux en neurosciences cognitives, donc par exemple avec de la neuroimagerie, mais je ne possède pas moi les capacités pour mener un travail de neuroimagerie de A à Z. Donc je collabore avec des personnes qui, elles, en sont capables, et du coup, après, on travaille ensemble. C'est pareil aussi, par exemple, là, en archéologie, avec Chloé, ma doctorante, qui, elle, est la spécialiste en archéologie, et moi, je lui apporte l'aspect psychologie, où j'avais une thèse aussi qui avait été soutenue l'an dernier là, par Alexandre Bluet, lui qui était en modulation computationnelle. Pareil, c'est pas du tout ma spécialité, mais c'était à travers une collaboration que ça permettait finalement de... Voilà. Mais je reste quand même... mon expertise, c'est la psychologie, quoi. Alors, pour moi, la première qualité, vraiment, c'est un peu être tolérant à l'ambiguïté. C'est-à-dire, en fait, c'est important, en fait, d'aimer se tourner vers des problèmes pas clairs, parce que finalement, les chercheurs, ils répondent pas à des questions, ils les posent, quoi. Donc, être capable de poser des questions, d'être capable d'identifier ce qui est pas clair, et si c'est ça qui nous plaît, déjà, enfin, en gros, c'est pas possible d'être chercheur et de se dire, oh là là, encore d'autres qui contredisent cette théorie, enfin, en gros, comme si on voulait un modèle figé. Donc ça, déjà, si on n'est pas très tolérant à l'ambiguïté, je pense qu'on n'est pas trop, on n'est pas trop fait pour la recherche. Enfin, c'est mon idée, hein. Après, être consciencieux, c'est énormément de travail. Il faut être capable de donc se poser soi-même, c'est comment dire, ces deadlines, les respecter. Être capable de travailler beaucoup en autonomie, hein. C'est pas croire que c'est en gros on se réunit tous les jours, on discute, on brainstorm, c'est des points très rares. En réalité, c'est beaucoup du travail individuel. Voilà, et aimer écrire, hein. Parce que si l'écriture est compliquée, toutes les étapes d'avant c'est chouette, mais au bout d'un moment, il faut quand même transmettre le rendu, enfin le rapport, et lire des articles, ou rédiger une thèse ou d'autres choses. Et si on n'aime pas rédiger, c'est compliqué. Ouais. Alors, faut savoir qu'il y a eu une période où on avait mesuré la qualité de vie professionnelle, on va dire, des métiers. Ça faisait partie des métiers avec chercheurs les mieux notés, quoi. Donc, on a quand même une qualité de vie au travail. Bien sûr qu'il y a toujours des difficultés. Il y a des gens qui font des burn-out. Bien sûr, on retrouve un certain nombre de choses comme ça. Je nie pas qu'il peut y avoir des difficultés. Mais globalement, on a quand même une liberté qui est vraiment très chouette. On pose pas de vacances, par exemple, ne serait-ce que ça. On est complètement libre, en fait, sur notre façon de gérer à la fois, et ce qui nous permet à la fois de gérer notre vie personnelle, notre vie professionnelle. Alors, bien sûr, les débordements, ça peut être des gens qui travaillent les week-ends, qui savent pas eux-mêmes, parce que on est responsable nous-mêmes, finalement, de notre emploi du temps. Mais il y a une liberté qui est vraiment à la fois aussi à l'université, ici à Lyon 2, on choisit nos thématiques, on travaille sur ce que l'on veut, et on apprend énormément tout le temps. Enfin, on apprend tellement plein de choses en permanence. Voilà, donc c'est vraiment. Enfin, moi, je sais pas comment dire. Si je devais recommencer, je referais la même chose, quoi. Je suis vraiment complètement satisfait et c'est vraiment pour quelqu'un qui a une curiosité intellectuelle, c'est vraiment très très enrichissant, quoi. Donc, ouais. Est-ce que vous considérez qu'il y a une dévalorisation du métier d'enseignant-chercheur au fil des années par rapport, par exemple, au financement public qu'il peut avoir, où le métier d'enseignant-chercheur en lui-même n'est plus autant considéré qu'il était avant? Alors ça, je sais pas. Oui, par c'est. rapport aux politiques qui sont menées, par exemple. Oui, alors après, clairement, par exemple, on va dire au niveau des financements, par exemple, qu'on reçoit au niveau du laboratoire, de l'université, donc qui vient finalement de l'argent public, ça a toujours été peu. Enfin, ce que je veux dire. Donc en fait, la plupart des financements qu'on a, on les décroche en répondant à des appels d'offres. Donc si on veut faire de la recherche qui coûte un peu cher ou embaucher des gens, de toute façon, c'était il y a 15 ans, c'était déjà ça, quoi. Donc il y a pas. Après, bien sûr, on peut dire, ah, bah, tiens, on est passé de 30 000 à 26 000. Bon, mais c'est pas significatif en réalité, quoi. Donc, ouais. Alors, moi, ma grande passion, c'est le foot. J'adore le foot. Voilà, moi, je compte des fois ma vie restante en nombre de Coupes du Monde qui me reste à vivre. Enfin, j'espère, en tout cas.
Donc j'adore le foot, j'en fais également. Vous supportez un club en particulier? Je supporte l'équipe de France avant tout, quoi. J'ai Ok. pas de club parce que à Montargis où j'étais, le club le plus proche c'était Auxerre, donc je supportais un peu Auxerre, Ouais. mais on n'avait pas de gros clubs, donc finalement tout ce que je voulais c'est que les clubs français performent le mieux possible. Donc ça m'occupe, enfin ça m'occupe, en tout cas c'est dans mes hobbies. Voilà, j'aime bien prendre soin de ma famille, mes amis. Je suis très banal, hein, il n'y a Mais, rien d'extraordinaire, hein, je ne fais pas d'escalade. et vous considérez que, est-ce que vous avez le temps justement d'avoir ce genre de passion en dehors de votre métier, ou est-ce que votre métier vous prend vraiment beaucoup de temps et vous êtes peut-être même passionné justement par votre métier? Ah oui, moi j'adore mon métier, je m'endors très souvent, ça m'endort d'ailleurs, plutôt en posant des questions de recherche, quoi. J'adore faire ça. Après, oui, pour moi, il y a tout à fait le temps d'allier les deux. Après, c'est être capable, c'est une question d'organisation en journée. Le temps est extensible quand on est chercheur, hein. On peut travailler tout le temps, les week-ends, le soir. Donc c'est juste essayer de s'organiser pour faire quand même des horaires un peu de bureau. La semaine, bon, je travaille pas le week-end, genre je peux répondre à des mails, comme ça des fois sur le téléphone si c'est urgent, ou le soir pareil, je travaille rarement, quoi, donc j'arrive à faire que ça tient en une journée. Après des fois il faut se lever un peu tôt, c'est tout. Mais c'est possible, ouais, carrément. Alors je suis assez, on va dire consciencieux. C'est vrai que j'arrive assez bien à me fixer des objectifs, à m'y tenir. Donc après, euh, après, euh, après le travers de toute personnalité, c'est on pense souvent que notre façon d'être, c'est la bonne façon d'être, quoi. Ouais. Donc du coup, des fois, c'est pas forcément évident pour moi de comprendre qu'il peut y avoir d'autres points de vue par rapport à ça. Et voilà, quoi, au niveau du management, je parle en fait, même avec les doctorants, même si ça se passe bien, hein, mais de comprendre que c'est pas, enfin, je sais pas comment dire, on n'a pas besoin d'avoir le même degré d'exigence, que des fois, même avec un degré d'exigence moins, ça donne quasiment la même chose en réalité. Voilà, donc c'est un peu ma qualité, parce que des fois c'est très moteur, mais ça peut être aussi un travers, il n'y a pas de souci. Pour la recherche, alors ça peut faire prétentieux, mais oui, je pense que ça va. Je suis assez content. Oui, je suis assez content déjà de ce que j'ai fait, on va dire. Après, pour moi, voilà, quoi, mon objectif, ce serait d'être capable de publier dans les toutes meilleures revues comme Nature et Science, et ça, je suis pas, mais ça sera un de mes objectifs de carrière, quoi. Après, si j'y arrive pas, on verra bien, mais c'est un peu les objectifs que je me fixe à moi-même. Voilà, après les choses, comme je dis, ça peut être des histoires un peu de. Là, il y a toujours des relations humaines, des choses à gérer. Bon, voilà, ça peut être les points toujours un peu à travailler. Après, il y a l'aspect administratif, que je prends souvent ça comme une contrainte. Ouais. Bon, c'en est une, mais qui fait que des fois, j'aborde les choses peut-être avec moins d'enthousiasme. Mais il faut aussi accepter des fois que ça prenne un peu de temps, au détriment de la recherche. Et moi, je travaille un peu là-dessus pour essayer de me mettre moins de pression, puis simplement gérer les choses administratives, ils vont prendre un peu plus de temps, en plus je fais un peu moins de recherche, mais c'est plus confort aussi au niveau du ressenti émotionnel. Ouais. Oui, 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 vous savez, on a tous un peu comme ce surmoi, c'est-à-dire en fait le fait de côtoyer des personnes, elles nous marquent, et puis des fois on s'imagine, je sais pas moi, quand je rédige, bien souvent je m'imagine des collègues, même s'ils sont pas sur le papier, mais je m'imagine les questions qu'ils pourraient me poser, et du coup ça m'amène en fait à améliorer par exemple ce que je fais, en tout cas à essayer. C'est difficile de dire, parce que bon, des personnes, des collègues, oui, il y a des collègues, je citerai pas pour pas omettre certaines personnes, mais oui, il y a clairement des collègues, quand je rédige, ils m'ont marqué dans leur, enfin, souvent ils m'ont marqué un peu aussi des fois dans leur ouverture, on va dire, euh, comme j'essaye souvent de pousser un peu une théorie à son extrême, je peux être aussi des fois un petit peu, pas dogmatique, mais être sujet à un biais de confirmation assez poussé. Et c'est vrai que j'admire souvent les gens que je trouve plus scientifiques que moi, dans le sens où j'ai l'impression qu'ils restent toujours plus ouverts sur la question, et du coup je les trouve beaucoup plus ouverts, enfin je vais pas répéter 10 fois. Donc Ouais. c'est, voilà, ils le savent pas toujours forcément, des fois je leur dis, parce que je suis quand même assez du genre, j'ai pas peur de dire, à faire des compliments, on va dire. Mais oui, c'est le genre de personne qui, en tout cas, me marque le plus.
Pour moi, l'expérience ultime, ça serait d'être capable d'avoir accès à vraiment, alors encore une fois, je ne sais même pas si c'est disponible, mais je ne parle pas, ne serait-ce parce qu'on a les moyens, mais je ne sais même pas si les traces sont là, mais ça serait par exemple de pouvoir avoir accès à l'intégralité ou avoir une trace très précise, par exemple, de tout, au moins, on va dire les crânes, et pouvoir faire des endocastes, donc regarder un petit peu l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire déduire comment le cerveau a pu évoluer sur, on va dire, sur la période il y a 2,5 millions d'années à 500 000 ans. Donc avoir accès à l'intégralité de ces données-là pour pouvoir voir l'évolution cérébrale et en parallèle, effectivement, à connaître également, avoir une meilleure vision comment dire, des traces de technologie. Alors, c'est souvent du lithique parce que c'est les pierres qui restent, mais on voit là récemment, il y a eu un papier dans la nature où on a retrouvé un artefact en bois qui date d'il y a 400 000 ans. Alors voilà, avoir accès un petit peu à tout ça, pas plus, parce que pour moi l'horreur, ça serait, je sais pas, par exemple, qu'un extraterrestre arrive un jour et nous dise absolument toutes les réponses à nos questions. Pour moi, ça serait la perte de sens totale à mon travail. Donc voilà, au moins avoir ces éléments-là et à partir de là, pouvoir essayer de faire des liens entre des évolutions cérébrales et puis l'apparition de certaines technologies. Pas au niveau historique, genre comme on a fait le feu, c'est pas ça, mais de se dire que voilà, il y a eu des choses qui se sont passées qui peuvent suggérer que des mécanismes cognitifs ont changé. Bon, Ok, ça super. serait vraiment pour moi le top, quoi. Ok, super. Ouais. Bah, j'aime beaucoup l'Asie. Après, j'y suis déjà allé. Actuellement, bon, enfin, c'est pas très original, mais j'aimerais bien aller aux États-Unis pour. Ouais. Enfin voilà. Aller C'est plus un là-dessus. côté personnel ou un côté Oui, professionnel? oui, au Personnel. niveau personnel, ouais. Ouais. Bah alors, j'aurais bien aimé me dire, c'était finalement comme je connaissais pas très bien mon projet professionnel, je connaissais pas très bien les voies, j'aurais bien voulu juste savoir, par exemple, que de la recherche, on pouvait le faire aussi à travers le CNRS ou le NS ou d'autres structures. Et voilà, au moins avoir ces informations-là pour éventuellement construire mon projet professionnel aussi pour peut-être tendre vers ces structures de recherche, quoi. Ça serait un petit peu la chose que je trouve que j'aurais bien aimé savoir un petit peu plus tôt, même si ça n'aurait produit aucune garantie que je puisse intégrer le CNRS ou le NS ou des grandes écoles. Mais, mais c'est vrai que, enfin, je sais pas comment dire, venant vraiment de la campagne, on va dire. Bon, voilà quoi, il n'y avait pas, je sais pas comment dire, il y avait Oui, pas trop les perspectives. On a l'impression qu'il y avait que les gens de Paris ou j'en sais rien qui faisaient ouais, des bien trucs sûr. extraordinaires. Ouais. Voilà. Ouais, ben, où je me vois, bon, je me vois clairement encore ici, Ouais, quoi, bien sûr. pas... parce que aussi les choses, au bout d'un moment, en fait, alors, bouger, on peut, bien sûr, ça crée toujours de l'émulation, on rencontre de nouvelles personnes, bien sûr qu'on a des idées qui émergent, hein, je ne dis pas que c'est pas intéressant, loin de là. Mais après, on a aussi, au bout d'un moment, on est aussi un peu institué, on a nos collaborations, on ne doit pas recréer, à chaque fois monter un réseau de recherche, c'est compliqué. Donc au bout d'un moment aussi, on est content d'en bénéficier, quoi. Donc plutôt ici. Et, euh, et après, bah, au niveau des... peut-être tendre encore plus vers de l'anthropologie, quoi. C'est vraiment ce qui me fascine pas mal. Donc peut-être avoir déjà derrière moi réalisé un certain nombre d'études là, qui sont en cours et peut-être s'atteler à des nouvelles questions qui débordent un peu plus de l'aspect technologique, mais j'y vais pas à pas pour garder toujours un peu d'une expertise, même si à chaque fois j'essaye d'ajouter une nouvelle question, mais on ne peut pas ajouter que des nouvelles questions, sinon on repart de zéro. Donc, voilà. Comme on va dire, je suis plus sur l'aspect recherche fondamentale. Le conseil que je donnerais, c'est de bien se renseigner sur, par exemple pour la recherche de financement pour les thèses, de bien se renseigner à la fin du Master 1 vis-à-vis de l'enseignant qu'on souhaite, enfin, l'orientation de la thèse que l'on veut et de bien choisir si possible comment ça s'appelle, son directeur de mémoire en deuxième année. Parce que bah, déjà, ça peut offrir des possibilités de candidater à l'école doctorale. C'est toujours plus compliqué si vous êtes suivi par quelqu'un en deuxième année de master, de bifurquer avec quelqu'un d'autre, ne serait-ce que pour demander des financements.
Donc ça, c'est vraiment important. Et voilà un petit peu le conseil que je donnerais, voilà, de bien choisir son directeur de Master 2, quoi. Alors, alors bah, je dirais, bah, peut-être sciences cognitives maintenant, je dirais là, quand même. Bah, IRM, en neuro, moi, je suis pas du tout dans le détail. Bon, dopamine, ouais. Bah, quand même plutôt une méthode quantitative, même si je suis pas. Alors, en psychométrie, moi je pense que si les choses sont bien faites. Alors, bon, français, si, je suis beaucoup plus. Je suis pas très bon en anglais. Je dirais français, mais j'essaye. Euh, Plutôt mémoire à long terme. Plutôt poster, hein, je suis quand même pas hyper. Enfin, si c'est en français, je serais top. Ouais, cognitivisme, ouais. Fondamental, ouais. Maintenant, ce serait plutôt en dehors du labo, ouais. Frontal, ouais. Je vais faire de la recherche. Ouais.